On va continuer la discussion pour analyser les accusations qui ont été déposées contre l'accusé Nathaniel Veltman avec notre invité Jean-Claude Hébert. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, l'accusé, là, il subit son procès, on le sait, sous des accusations de meurtre prémédité, mais la poursuite a aussi déposé un chef de participation à une activité terroriste. Les experts disent que c'est une première, là, je ne sais pas si c'est la stricte vérité, donc ça va servir de test pour les dispositions sur le terrorisme. D'une certaine façon, oui, mais j'ai l'impression que du côté du ministère public, il y a aussi des raisons d'efficacité au niveau de la preuve qui doit être présentée contre l'accusé. Si vous arrivez avec une série d'éléments de preuve matériels, par exemple, perquisition de ces données informatiques, ces recherches, etc., vous pouvez démontrer qu'il y avait derrière son geste une motivation haineuse et idéologique qui a justifié, selon lui, évidemment, ses gestes. Alors, ça rejoint également l'accusation de meurtre, dans le sens qu'on dit que ça doit être un meurtre prémédité. Oui. Alors là, vous avez des éléments de preuve de type terroriste qui viennent justement compléter la preuve sur le meurtre. Alors les deux morceaux se rejoignent, se croisent et peuvent se renforcer. Et qu'est-ce que ça viendrait changer? Bien, enfin, qu'est-ce que ça vient changer, ces accusations-là? Puisque s'il était déclaré coupable de meurtre prémédité, il ne pourrait pas avoir une peine plus sévère en étant aussi déclaré coupable de participation à des actes terroristes, là. Au niveau de la peine, vous avez parfaitement raison au niveau technologique, là, c'est comme ça que ça se passe. Mais je vous rappelle que la Cour suprême du Canada, en 2012, dans l'arrêt Kawaja, avait lancé un avertissement en disant que la durée d'une peine, que ce soit une peine pour meurtre ou activité terroriste, euh, le critère fondamental, c'est la dangerosité. Autrement dit, le juge doit prononcer une peine parce que le jury, lui, n'est plus partisan ou partie prenante à la peine. Le juge doit évaluer la durée de la peine selon la dangerosité qui a été démontrée pendant l'instance. Et la raison de ça, c'est que tôt ou tard, les autorités correctionnelles auront à s'occuper de la dangerosité de l'individu. Et encore plus tard, si tel est le cas, la Commission des libérations conditionnelles devra évaluer évidemment le risque de récidive. Est-il encore un danger public malgré qu'il aurait purgé une longue peine? Et ça va être déterminant du début à la fin. Absolument. Et je présume qu'on accuse aussi, en vertu de cet article-là, participation à une activité terroriste, parce que ça envoie un message à la société. Bien sûr, bien sûr. Il y a cet aspect-là qui... on ne connaît pas l'impact, mais on peut deviner que à partir du moment où la personne est trouvée coupable, les gens de la communauté là, qui ont vécu ce drame-là pourraient se sentir satisfaits et le reste de la société pourrait dire, ben mon Dieu, nos lois sont efficaces et la justice a bien agi dans ce dossier-là. Donc, il y a un élément ici de communication, qu'on le veuille ou non, et ça peut être positif. Est-ce que le fardeau de preuve est différent que pour des accusations de meurtre? Évidemment, c'est hors de tout doute raisonnable, mais est-ce que c'est plus difficile de prouver qu'on a participé à une activité terroriste plutôt que d'avoir commis un meurtre? Bien, on peut penser que le ministère public, lorsqu'il dépose des accusations de cette nature-là, c'est parce qu'évidemment, il a des preuves Oui, matérielles on qui l'espère. vont lui permettre de démontrer au jury que tel est le cas. Sinon, il n'aurait pas pris le risque de déposer un acte d'accusation supplémentaire qui n'était pas nécessaire, au risque que le juge donne des directives en disant la preuve n'est pas très forte Oui. sur ce chef d'accusation-là. Ça affaiblirait le message. Oui, ce serait bête et ce serait totalement inutile. D'ailleurs, je veux Oui. revenir dans le passé, bien, pas récent. Par exemple, quand Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec, avait été accusé, même Richard Bain, là, qui avait commis l'attentat au Métropolis le soir de l'élection de Pauline Marois,
La poursuite avait été très critiquée parce qu'elle n'avait pas déposé d'accusation qui était liée au terrorisme. Ça avait soulevé beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce qu'on évolue ou c'est parce que là, peut-être, on a la chance d'avoir de la preuve, quoi qu'on en avait en partie dans les deux autres causes? Comment vous analysez le fait que maintenant, on le fait? Oui, bien, ça revient toujours à la quantité et la qualité de la preuve recueillie par les policiers qui ont fait l'enquête. Dans un cas comme les deux cas que vous avez énumérés, peut-être qu'il y avait un risque de la part du ministère public de dire on appréhende une défense de santé mentale, par exemple. Est-ce que ça va primer sur le reste? On préfère maintenant y aller avec des choses qui sont ciblées de façon plus définitive, plutôt que de spéculer sur quelque chose où on aura à se débattre sa santé mentale, étudier une preuve que la défense pourrait faire, apporter une contre-preuve. On s'éloigne de l'objectif voulu. Donc, chaque cas est un cas d'espèce, hein, on connaît la tradition, et j'ai l'impression que dans ces deux cas-là que vous avez mentionnés, on s'est posé la question, puis on l'a résolu de la façon, ça ne vaut pas la peine de porter des accusations de terrorisme. Alors, on verra bien si ce procès joue en quelque sorte le rôle de test et s'il le passe, le test. Oui. Jean-Claude Hébert, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.